Alors, Monsieur Chantran, que pensez-vous de toutes ces polémiques que je trouve dangereuses et qui ressurgissent régulièrement depuis quelque temps, et encore plus en cette année napoléonienne, au sujet de l'œuvre de Napoléon, quand certains parlent de racisme, de misogynie, voire d'esclavage, au point de maculer les statues, voire même de les déboulonner. La difficulté en histoire, c'est toujours d'essayer de faire de l'histoire à rebours, c'est-à-dire de juger les éléments tels qu'ils se sont passés donc il y a 2 siècles, par exemple, pour Napoléon, et de le faire avec nos yeux actuels. C'est toujours dangereux parce que ça signifie qu'il n'y a pas d'analyse qui est faite et qu'au contraire, on ne s'intéresse qu'à des jugements de valeur. C'est intéressant parce que ça montre bien que la situation dans laquelle se trouve Napoléon aujourd'hui n'est pas uniquement qu'un élément d'histoire, mais qu'au contraire, il est au cœur de la société. Quelque part, il l'a cherché aussi, puisqu'il avait voulu lui-même influencer directement nos institutions, la façon dont nous vivons au quotidien, mais de l'autre, d'essayer de rappeler et de le faire à l'aune de nos valeurs actuelles, la façon dont Napoléon a pu, par exemple, maintenir l'esclavage, il a la position des femmes dans le code civil et d'autres mesures qu'il a pu prendre, finalement, ne donnent une vision que tout à fait tronquée de la réalité. Et c'est en cela, justement, que le rôle des historiens et de la façon dont nous voulons les expliquer doivent apporter des pierres, au contraire, aux édifices et de ne pas, au contraire, tenter de les faire disparaître. Parce que la destruction n'apporte aucune solution, au bien au contraire. Ce qu'on appelle la cancel culture, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais cette volonté, au contraire, de détruire pour chercher à dénigrer plus largement, pas uniquement qu'un personnage, mais toute la société sur laquelle a été construite nos institutions et notre façon de vivre, c'est aussi en cela que c'est un danger. Parce qu'il nous est, à mon avis, plus important en tant qu'historien d'apporter des éléments de réponse et donc pas de juger avec notre regard actuel. Donc, on a bien compris le danger de l'anachronisme. Euh, C'est exactement cela. Comment présenteriez-vous alors Napoléon à une personne qui ne le connaîtrait pas? Si l'on prend son parcours personnel, parce que c'est un exemple également intéressant, on pourrait considérer que Napoléon, qui est né aux marges de la France de l'époque, un peu comme à son époque Jeanne d'Arc l'était aussi, ou comme d'autres personnages, il est l'homme finalement des paradoxes. Il est né dans une Corse qui est sous protection française depuis très peu de temps, puisqu'il naît quasiment un an après le traité de Versailles, et la Corse est donc sous protection alors qu'auparavant il serait peut-être né génois, ou du moins sous cette protection. Il arrive sur le continent pour faire ses humanités et faire ses classes à Autun et ensuite à Brienne, alors qu'il est moqué pour son accent, sa couleur de peau, sa façon aussi de s'être considéré vis-à-vis de ses camarades. Donc Napoléon, par rapport à tout son parcours et ensuite ce qu'il va faire pour la Révolution et ensuite jusqu'au consulat et à l'Empire, c'est finalement un symbole d'intégration, j'allais presque dire d'assimilation. C'est-à-dire que Napoléon, par les volontés qui étaient celles de ses professeurs, avec son travail, son abnégation, les efforts qu'il a pu consentir, a montré qu'il était l'homme, justement, qui peut-être pouvait, avec la France de cette époque-là, une France d'ancien régime qui avait connu les soubresauts de la Révolution, eh bien, être celui qui, par sa particularité, pouvait justement unir deux France qui étaient autrefois dos à dos. Et c'est ce qu'il fait continuellement. C'est-à-dire que ces réformes qu'il entreprend et les décisions qu'il peut prendre avec la religion, avec l'exercice militaire, avec les institutions civiles, avec le code civil en particulier, mais également les lycées, le baccalauréat, le cadastre, les préfets, sa volonté première, c'est justement d'apporter des solutions et des réponses à ce que la Révolution même n'avait pas réussi à aboutir. Donc en cela, Napoléon, c'est aussi, pour dire les choses simplement, par son parcours personnel, un élément d'intégration. De l'autre, on vient de les évoquer, c'est que le caractère même de l'homme d'État, il est important. D'ailleurs, si on ne devait prendre qu'un seul exemple, lorsque le chef de l'État, encore aujourd'hui, en tant que président de la République, se fait représenter dans un portrait officiel, il fait exactement comme Napoléon dans son bureau des Tuileries. Lorsque le chef d'État également passe en revue les troupes et qu'on joue après la Marseillaise la marche des consuls, on pense forcément à Bonaparte. De la même manière, lorsqu'il remet des légions d'honneur, puisqu'il est lui-même le grand maître de l'institution,
c'est à Bonaparte qu'il le doit. Et les exemples sont nombreux. Je vous parlais des codes du code civil, mais le code d'instruction criminelle, le code de procédure, tout cela, code de procédure pénale, tout cela, on le doit à Napoléon. Donc, si l'on cherchait vraiment à oublier qui il est, notre quotidien vraiment avec la numérotation des rues, les égouts, la circulation à droite, tout cela nous impose de toute façon de se conformer à ce que Napoléon et cette époque justement du consulat et de l'Empire nous ont apporté. Nous en sommes à la fois les héritiers, mais aussi les dépositaires. Merci. Alors, à titre personnel, par conviction philosophique et surtout théologique, le terme de chance me dérange, mais je vais l'employer par commodité pour ma question. Est-ce que Napoléon avait de la chance? On sait qu'il parlait souvent de sa bonne étoile, de sa fortune. N'oubliez pas que je suis accompagné du dieu de la guerre, etc. Mon étoile après l'audit. Qu'en pensez-vous? C'est une façon pour évoquer une part de surnaturel sans forcément donner le nom. Je vous rappelle que c'est un lecteur assidu de l'abbé Raynal, mais aussi de Rousseau, de Voltaire, qu'il a été dans cette illustration de ce que les idées des Lumières avaient pu apporter. Et donc, il préfère parler de chance ou de bonne étoile qu'au contraire parler d'un fatum ou d'une situation qui serait plutôt liée au destin en lien avec un dieu éventuel. Donc, chez Napoléon, c'est en cela qu'il donne cette réponse. Parce qu'il considère, et lui-même le demande, lorsqu'il doit nommer un officier à une charge importante, il demande, a-t-il de la chance? Ce n'est pas qu'il demande aux autres de ne pas en avoir et de les mettre de côté, mais c'est qu'il croit que la chance, elle se provoque. Je vous rappelle des phrases très célèbres de Napoléon. Si je vous dis impossible n'est pas français, c'est à lui qu'on le doit. Ça ne veut pas dire que les Français peuvent tout faire, mais que leur histoire à ce moment-là montre bien que rien n'est justement impossible et que on a renversé la table, on a remis une situation que l'on croyait compromise et que les Français se sont rétablis dans une situation qui était périlleuse. Et que d'une certaine manière, lui-même, il en est directement issu. Il est un produit de cette liberté chèrement acquise, mais il a eu une éducation, une instruction très importante dans les écoles royales. Donc, si impossible n'est pas français, c'est ça que Napoléon détermine. La chance, il faut la provoquer par son attitude et par un dynamisme qu'il ne cessera d'avoir jusqu'à Sainte-Hélène. Il y a un aspect que j'aimerais aborder avec vous, si vous le voulez bien. Il y a quelque chose que je trouve d'un peu marrant et peut-être aussi d'ironique, voire même d'incohérent chez ses détracteurs. Parce que d'un côté, certains reprochent à Napoléon d'avoir été un tyran, un usurpateur, un dictateur au sens XXe siècle du terme, pas au sens classique, on va dire. Puis d'un autre côté, certains reprochent à Napoléon d'avoir été trop gentil avec ceux qui mettaient un peu trop la main dans la caisse, Potvin, etc. Je pense à Bourrienne, entre autres, ou même avec ceux qui jouaient double ou triple jeu, pour ne pas les citer, les immenses Talleyrand et Fouché. Certains ont même dit à Napoléon, enfin, certains ont reproché à Napoléon de ne pas les avoir fait fusiller. Donc, comment expliquez-vous cette ambivalence dans le jugement de Napoléon, c'est-à-dire à la fois dictateur, pour certains, tyran, et puis à la fois un peu faible, si on peut dire ça? C'est tout le paradoxe de Napoléon, c'est-à-dire que quand on étudie euh, précisément les actions qu'il a pu entreprendre à la fois pour ses proches, mais également dans certaines dispositions, on se rend compte que ce n'est pas du tout celui que la caricature veut bien nous laisser. Il est évident que l'opposition a été muselée, il est évident que la censure a été exercée, ça c'est notoire. Mais pourquoi le fait-il? Parce qu'on se trouve justement après le Directoire où il y avait un besoin d'ordre. Sinon, la République était condamnée. Lorsqu'il tire sur les populations en Vendémiaire, il ne fait pas de gaieté de cœur. Il avait refusé de servir en Vendée en disant « je me refuse à une guerre civile ». Pourtant, il le fait parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut choisir un camp et il le fait à ce moment-là. De la même manière avec ses proches, il est directif, il donne des ordres, il leur impose certains éléments, mais il a une certaine faiblesse vis-à-vis de Pauline, par exemple, vis-à-vis de Caroline lorsqu'elle s'oppose à lui. Donc, de la même manière aussi que Joseph est imposé en Espagne, mais il le fait alors qu'on aurait pu penser que Murat, par exemple, son beau-frère, ferait plus l'affaire.
Mais chez Napoléon, c'est ça, c'est cette ambivalence, ce paradoxe qui le révèle. Il le dit d'ailleurs à Sainte-Hélène. Il dit cet exil me dépouille de ma peau de tyran. Il considère son pouvoir comme un peu tyrannique parce que les circonstances l'imposaient, mais dans ce qu'il dicte à Sainte-Hélène, en particulier à Lascaz, il donne bien des instructions pour dire si je revenais dans ces conditions-là, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait en 1815 pour les 100 jours, si je revenais, une constitution plus libérale maintenant peut être installée, les conditions sont maintenant réunies et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps parce qu'il a fallu mettre en place un certain nombre d'éléments et d'aller vite. Je vous rappelle que la France était attaquée de toutes parts par des monarchies coalisées, notamment d'Ancien Régime, et que la défense passait par cela. En revanche, on peut lui reprocher des ambitions dévorantes, comme en Espagne en particulier ou en Russie. Et là, cette ambition, elle lui a amené trop loin. Mais dans la première campagne de Russie, enfin, du moins la première partie de la campagne, il n'était envisagé que de faire une seconde campagne de Pologne et de s'arrêter au Niémen. Franchir le Niémen, c'était franchir le Rubicon et c'était aller au-delà de ce que Napoléon s'était même lui-même imposé de faire. Donc, il y a des regrets chez lui, mais c'est une réalité et on ne peut pas le considérer comme un dictateur au sens du XXe siècle. Il n'y a pas de volonté de destruction, il n'y a pas de volonté d'extermination, il n'y a pas de racisme organisé, il n'y a surtout, mais surtout, pas de volonté hégémonique comme on l'entend ici ou là. Son idée, c'est de poursuivre ce qu'a fait le Directoire en créant soit des républiques, soit des monarchies, mais où le code civil et surtout les administrations locales sont gérées directement par les populations elles-mêmes. Il y a quelque chose aussi que je trouve injuste quand on critique Napoléon. Alors, bien évidemment, on peut le critiquer quand c'est justifié, mais il y a une critique que je trouve vraiment injustifiée, c'est celle qui fait de lui un aventurier. Comment expliquez-vous que certains le considèrent comme un aventurier, alors que l'homme a mis en place des institutions, qu'il est resté 15 ans au pouvoir, des institutions, comme vous l'avez dit, qui sont encore présentes à notre époque, même si malheureusement certaines sont dévoyées. Il a voulu mettre en place une monarchie avec l'idée que son fils, après lui, prenne le pouvoir. Donc, il y a toujours cette idée de stabilité et de pérenniser l'œuvre. Donc, est-ce que vous comprenez cette critique de l'aventurier ou d'accident de l'histoire au sujet de Napoléon? Ça s'explique simplement parce que le dernier grand épisode de son histoire, ce sont les 100 jours. Lorsqu'il débarque à Golfe-Juan, c'est un rôle d'aventurier. Il le fait pour trois raisons. Parce que la France, du moins la France de la Restauration de Louis XVIII, devait verser, selon le traité qui avait été conclu, 2 millions de francs or chaque année. Et de cet argent, il n'en verra jamais la couleur. La deuxième raison, c'est que les puissances réunies dans le fameux congrès de Vienne pour décider du sort de l'Europe ont déjà argumenté pour essayer d'éloigner Napoléon de l'Europe, et peut-être aux Açores ou même déjà à Sainte-Hélène. Et puis la troisième, c'est qu'il y a des tentatives, des rumeurs d'assassinat qui commencent déjà à essaimer. Et donc Napoléon se dit, vu la situation de la France, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est de rentrer. Et lui-même se considère comme un aventurier. Ça peut paraître étonnant, mais lui qui avait tellement organisé les choses, il le dit lorsqu'il arrive à Grenoble, il dit jusqu'à Grenoble, j'étais aventurier, c'est sa phrase, hein, j'étais aventurier. Depuis Grenoble, à partir de Grenoble, je suis redevenu prince. C'est-à-dire qu'il redevient chef d'État, il reprend les choses en main, mais il a fallu passer par cette action. Et donc, peut-être que dans l'imaginaire collectif, ce côté aventurier, ce côté homme voilà, du coup de dé ou du coup de poker, eh bien, ça tient essentiellement à cette opération des 100 jours qui débute, je vous le rappelle, par ce débarquement insensé à Golfe-Juan, là où personne ne l'attendait. Alors, comme vous parlez des 100 jours, parlons-en maintenant. J'ai toujours considéré que le vol de l'Aigle, comme le plus beau référendum de l'histoire de France, certains de vos confrères parlent de coup d'État. Où se situe votre vision des choses? J'allais presque vous dire qu'il n'a pas vraiment le choix. Il n'a pas vraiment le choix parce que pour les raisons que je vous ai évoquées, chez Napoléon, il y a une action toujours à entreprendre et cette longue marche à travers les Alpes doit aussi jouer pleinement. Mais tout a failli basculer parce qu'il se retrouve à La Fraye, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Grenoble, face à une troupe royaliste envoyée contre lui. Et donc, il joue la carte de l'émotion populaire en disant à ses soldats, s'il en est un qui veut tuer son empereur, en ouvrant sa redingote, s'il en est un qui veut tuer son empereur, me voici. Il peut mourir en martyr,
comme il avait tenté d'ailleurs de se suicider l'année précédente. Il peut mourir en martyr, finalement en victime d'une balle perdue. Mais au contraire, ce sont les cris de Vive l'empereur qui l'accueillent. Et de cette manière, eh bien, il se rend aux Tuileries porté quasiment en triomphe. Mais ça n'est pas un plébiscite comme on l'entend parfois. Parce qu'au moment où Napoléon décide de faire cette fois-ci des élections libres et les organiser dans de très bonnes conditions, il se rend compte au moment de la publication des résultats qu'il est en minorité dans le pays. Les royalistes sont maintenant installés depuis quelques mois et les actions commencent à prendre un peu effet. De l'autre, les libéraux ou les républicains, en particulier les républicains jacobins, ce qu'on appelle les rouges à l'époque, sont aussi très actifs dans les villes. Donc Napoléon est en minorité, il n'a pas d'assises diplomatiques, ni surtout à l'extérieur, ni surtout d'assises intérieures avec des électeurs qui seront en sa faveur. Donc il doit faire des concessions, et c'est ce qu'il fait, en particulier avec les libéraux, pour ensuite proclamer ce qu'on appelle les actes additionnels aux constitutions de l'Empire, avec un élément beaucoup plus libéral que ça n'a jamais été. Mais Napoléon est obligé de faire des concessions, ce qu'il n'imaginait pas. Et donc, l'opération qui débute en juin, l'opération militaire, c'est aussi pour défendre le territoire. Il reprend les armes et il prend les devants parce qu'il considère que, notamment les Britanniques et les Prussiens qui sont en train de se réarmer sur le nord de l'Europe, eh bien, il doit prendre les devants. C'est ce qu'il fait avec les 2 batailles de Ligny et Quatre-Bras. Et ensuite, on le sait, à Waterloo, le 18 juin. Vous en avez parlé tout à l'heure. J'aimerais avoir votre avis là-dessus très rapidement, si possible, au niveau des échecs et des réussites. Si vous deviez citer qu'une seule réussite au cours du Conseil de l'Empire et qu'un seul échec, vous nous diriez quelle serait votre réponse? Si c'était militaire, j'allais presque dire des choses évidentes. J'allais vous dire pour la réussite, c'est Austerlitz, parce que même encore aujourd'hui, la bataille est étudiée encore dans les écoles de guerre comme étant une situation inextricable avec une puissance adverse qui est beaucoup plus importante que celle des Français, et Napoléon parvient à déjouer les plans avec une stratégie hors du commun. Il y a une tactique même sur le champ de bataille hors du commun. De l'autre, la défaite ultime de Waterloo, bien sûr, est tout de suite dans les pensées. Mais j'allais presque vous dire que symboliquement, le plus grand échec de Napoléon, c'est Moscou. C'est Moscou parce qu'il a décidé d'aller au-delà de ce qui était engagé et de provoquer chez les Russes une décision qui n'arrivera jamais, c'est-à-dire de se rendre à son action et à ses côtés. Il avait fait la paix avec Tilsit parce qu'il n'avait pas d'autre choix, mais il ne fallait pas aller au-delà et du caractère, j'allais dire presque plébiscitaire qu'il avait engagé, mais surtout d'un point de vue géographique. Se lancer dans une telle aventure, c'était suicidaire, et il l'avait bien compris déjà lorsqu'il a franchi le Yémen, mais il voulait aller au bout de sa logique, et c'était un échec qu'on lui doit évidemment, mais qu'il assumera d'ailleurs lorsqu'il l'écrira à Sainte-Hélène. Napoléon défait à Waterloo, est-ce que c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire? Non, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix et que cette histoire, pour lui, il le souhaite, il cherche à mourir sur le champ de bataille. Il le dira d'ailleurs à Sainte-Hélène, il explique à ses compagnons, j'aurais dû mourir sur le champ de bataille de Waterloo, c'est comme ça que mon destin devait se terminer, mais peut-être ne serions-nous pas là en train de parler de lui s'il n'y avait pas eu ce dernier épisode et ce dernier face-à-face avec les Britanniques, parce que, comme il le dit, la plus importante des batailles, c'est la dernière. Et la bataille, maintenant, ne se porte plus sur l'aspect militaire, mais c'est une bataille de plumes, une bataille d'écrit, une bataille de face-à-face politique, et c'est ce qu'il joue justement à Sainte-Hélène. Alors, ma dernière question, alors on l'a bien compris, mais ce sera peut-être le mot de la fin. Pourquoi Napoléon a fascine encore en 2021, et je pense qu'à titre personnel, dans 200 ans, quand on sera plus de ce monde, il fascinera encore. Ça tient à plusieurs choses. Tout d'abord, son parcours personnel, son destin hors du commun. Il naît dans des conditions où l'ambition ultime, c'est de devenir colonel, maximum. Jamais on peut envisager d'être un chef d'État dans une France d'ancien régime où, quand le roi meurt, c'est son fils, le dauphin, qui prend la suite. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est un destin hors du commun. De l'autre, il faut s'imaginer qu'en 1793, il a tout perdu en Corse lorsqu'il quitte définitivement son île. 11 ans après, il est empereur de quasiment tout l'Occident, sorte de Charlemagne moderne, et 11 ans encore après, il a tout perdu.
Donc ce côté météore de l'histoire engage non seulement à être fasciné, mais aussi à voir aussi ce qui est resté aujourd'hui. On peut très bien se dire, en 200 ans, tout cela a disparu et on a tout bouleversé. Si des institutions demeurent, si on continue de parler de son parcours, s'il reste encore un exemple pour des chefs d'entreprise, pour des personnages de tous horizons, c'est que à la fois sa destinée, son parcours, ses convictions insufflent encore des exemples et que aujourd'hui encore, on peut s'en inspirer, même s'il faut se dégager de certaines erreurs qu'il a pu faire, on peut s'en inspirer parce que ça reste un des exemples les plus extraordinaires peut-être de notre histoire, à la fois française, mais plus largement européenne. Écoutez, merci beaucoup. Merci.